La présence d'une Mercedes G-Class sur place attire forcément les regards. Mais avec la scène de l'accident ici, l'imagination commence à travailler. On se demande comment ce monstre a bien pu être détruit. Ces deux frères, Simon et Billy, sont des experts en réparation automobile sur YouTube aux États-Unis. Honnêtement, on dirait qu'ils vivent dans un autre monde. Dans cette vidéo, nous allons assister à la reconstruction du carré allemand, une Mercedes G-Class G63 modèle 2022. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Et c'est parti! Ils vont récupérer la voiture depuis l'intérieur d'un camion de transport incliné vers la droite. Ils la soulèveront sur le côté et la poseront sur un poteau en bois pour remplacer la roue. Ils vont essayer de recharger la batterie et démarrer le moteur, mais le refroidisseur d'huile moteur cassé fuit sur le sol. Ils continueront à tracter avec une chaîne après que le moteur se soit arrêté. Certes, la voiture est cabossée, mais elle conserve une certaine prestance. C'est l'autre côté qui ralentit le processus de traction. Avec le chariot élévateur, ils vont la soulever légèrement, permettant de placer en dessous les roues de traction carrée. Ils feront pivoter la voiture doucement et la placeront dans un angle de prise de vue clair. Faisons un tour autour de la voiture. Les dégâts les plus importants se trouvent sur le côté droit. L'accident a complètement détruit la suspension, la conduite de liquide de frein est inexistante, et la tôle extérieure est complètement déformée. L'aile avant est visiblement déformée à partir de l'avant, et le pare-choc avant a été arraché de sa position. Sur l'autre côté, le pare-choc est complètement détruit, et la barre métallique du pare-choc est également cassée. L'aile, qui s'emboîte normalement dans le cadre du phare, est absente, et en dessous, le refroidisseur d'huile est cassé. Le cache de l'aile élargie est complètement cassé et arraché. Toute l'aile est totalement écrasée sur elle-même. Les garnitures des contours des ailes sont absentes sur toutes les roues, probablement retirées lors du stockage. La vitre de la porte conducteur est brisée et il y a une bosse sur la tôle à l'avant, ce qui pourrait nécessiter le remplacement complet de la porte. Quant au rétroviseur, il est évidemment cassé. L'inclinaison de la voiture montre clairement qu'ils ont encore énormément de travail devant eux. Ici, la roue de secours est écrasée, composée de 2 pièces métalliques, et son poids, avec le pneu à l'intérieur, atteint 80 kg. À l'extrémité du toit, la surface est cabossée, et l'aile arrière est légèrement écrasée. La marche d'entrée de la voiture de l'autre côté est complètement cassée, et le pare-brise avant est entièrement brisé. Cependant, l'un des points importants, c'est que le moteur est intact et fonctionne, et l'essieu arrière ainsi que la suspension semblent en bon état. Le toit, en revanche, représente un nouveau défi avec cette voiture. Il y a un choc important sur l'angle du toit qui a séparé les plaques métalliques les unes des autres. Cet aspect indique que le montant a sûrement été déplacé, ce qui a entraîné le déplacement des autres montants ou piliers soutenant le toit. La voiture est endommagée sur les 4 côtés, en plus du toit, ce qui suggère qu'elle s'est probablement renversée au moins une fois. Enfin, il y a quelques pièces métalliques déplacées de leur position. Ils vont laver la voiture soigneusement de partout et aussi polir la zone du moteur. La couleur ici est un gris nardo très distinctif. Honnêtement, la voiture n'a parcouru que 5000 km et à l'intérieur, seuls les airbags rideaux latéraux se sont déclenchés. La zone du moteur est en parfait état à 100%. Regardez l'épaisseur de la barre de renfort. Quelle présence impressionnante! Et sous le cache, on peut apercevoir les turbocompresseurs enveloppés dans leur isolation. Ils remettront les roues motrices et pousseront la voiture à l'intérieur de l'atelier, mais la pente n'est pas adaptée. Alors, ils soulèveront la voiture à l'aide d'un cric au niveau du différentiel. Ensuite, ils utiliseront un cric hydraulique à ciseaux pour soulever l'arrière de la voiture. Ce système de levage est très pratique, fonctionnant grâce à un vérin utilisant la pression hydraulique. C'est le même type de conception utilisé pour soulever les voitures dans les showrooms ou les garages des concessionnaires. Ils pousseront ensuite la voiture avec un chariot élévateur et placeront une pièce en bois sous l'endroit de la roue pour la surélever. Ainsi, la voiture sera installée sur la machine de redressage du châssis et le travail pourra commencer. Ils ont immédiatement commandé en ligne toutes les pièces du système de refroidissement, y compris le refroidisseur d'huile qui était endommagé. Cependant, lorsqu'ils se sont rendus chez le concessionnaire pour vérifier les pièces de carrosserie dont ils avaient besoin, ils ont constaté que les prix officiels étaient très élevés pour ce modèle. Ils ont donc décidé d'acheter toutes les pièces d'occasion auprès d'une seule personne sous forme d'un ensemble complet, tout en veillant à ce que la couleur soit exactement le même gris. Ils vont essayer d'installer le pare-choc avant et également retirer le cache circulaire situé en dessous. Ce cache est muni d'un verrou qui s'ouvre par pression. Une fois ouvert, une vis doit être retirée et l'anneau circulaire agit comme une sorte de boucle de verrouillage géante. Ensuite, il va retirer le couvercle en métal portant l'emblème de l'étoile, puis installer la nouvelle pièce intacte. Derrière, il y a un cache circulaire en plastique qu'il refermera en verrouillant le mécanisme en dessous. Ensuite, il ira chercher la barre de protection extérieure, crash bar, et la mettra de côté pour l'installer plus tard. Ils ont ensuite reçu les 4 larges extensions d'ailes, le pare-choc ainsi que la barre métallique, en plus de l'aile avant gauche.
Toutes ces pièces ont été achetées pour un total de 7 000 $. Le pare-choc arrière n'avait aucun problème, mais l'ensemble des pièces a été acquis en une seule transaction. Il commencera par nettoyer l'intérieur des débris de verre brisé. Il retirera d'abord la grande pièce, puis dévissera les boulons des essuie-glaces pour les enlever de leur emplacement. Ensuite, il nettoiera la surface du tableau de bord et enlèvera complètement l'adhésif de fixation du pare-brise. Enfin, il soulèvera la vitre brisée et continuera jusqu'à dégager entièrement les bords. Il retirera entièrement la bande adhésive, une tâche particulièrement fastidieuse. Il remarquera alors des traces de griffures sur le revêtement en cuir. Pour commencer, il découpera un petit morceau à l'aide d'un cutter, puis enlèvera le reste à l'aide d'une surface plate. La présence de ces éraflures sur le cuir l'obligera à démonter entièrement le tableau de bord afin de le rénover. Il nettoiera d'abord la zone à la vapeur pour éliminer toute la poussière et rendre l'ensemble impeccable. La version est équipée d'un pack carbone et possède encore même le panier d'origine de l'usine. Il va retirer tous les tapis de sol, aspirer et nettoyer le revêtement à l'arrière. Ensuite, il dévissera les 4 boulons et soulèvera le cache arrière sous lequel se trouve la batterie de la voiture. Il la remplacera par une nouvelle unité. En exerçant une pression, il retirera le revêtement du plafond et déconnectera les clips de fixation. Ensuite, il éloignera le revêtement de la voiture. Les bords du revêtement du côté de l'impact sont intacts. À ce stade, le panneau de toit métallique sera entièrement exposé. Celui-ci est recouvert de bandes conçues pour réduire le bruit. Plusieurs barres transversales renforcent la structure du châssis. On y trouve également le cadre du toit ouvrant, ainsi que son moteur et son câblage. Toutes les parties du toit sont en métal. Il soulèvera la base du siège arrière et la détachera de ses fixations. Ensuite, il retirera la double assise. Ici, la banquette est divisée en 2 parties distinctes. Il enlèvera ensuite la seconde assise ainsi que le dossier du siège individuel. Enfin, il sortira tous les sièges de l'habitacle. Chaque siège pèse environ 50 kg. Il déconnectera les airbags rideaux latéraux, laissant ainsi l'intérieur complètement vide. Le toit est désormais entièrement exposé, et à l'avant, on peut clairement voir l'ampleur des dégâts de l'intérieur. De l'extérieur, l'impact latéral a provoqué une déformation du toit, créant une courbure sur l'angle touché. Cette section devra être remplacée dans son intégralité. Ensuite, il commencera à démonter la console centrale. Il retirera d'abord les bouches d'aération arrière et accédera aux fixations situées derrière. Sous le porte-gobelet, 2 vis doivent être enlevées. Ensuite, il démontera le cache latéral. Les parties fissurées se détacheront facilement, car elles sont maintenues uniquement par 6 vis, 2 de chaque côté. Il retirera les conduits en plastique de ventilation destinés aux sièges arrière, puis déconnectera les connexions du module du système de divertissement. Ensuite, il enlèvera le cadre en plastique du plancher. Après cela, il retirera le revêtement d'isolation et extraira complètement les ceintures de sécurité, y compris leurs bandes. Ensuite, il sortira tout le revêtement intérieur du véhicule. Toutes les voitures n'utilisent pas autant de mousse ou d'isolant à l'intérieur. Il poursuivra en démontant les pédales, puis enlèvera les garnitures de porte après avoir retiré les vis de fixation. Les pièces restantes sont généralement fixées par clip. À ce stade, l'intérieur du véhicule est entièrement vidé. Il ne reste plus que la structure métallique complètement mise à nu. L'ordre de démontage est ici extrêmement important, sinon le remontage deviendra un véritable cauchemar. Heureusement, l'intérieur du véhicule a un design simple et bien structuré. Il commencera par retirer les vis latérales, puis les autres fixations situées sous le volant, près du capot. Ensuite, il enlèvera la sangle en cuir et démontera la partie avant. Le tableau de bord sera ensuite chauffé intensément pour faciliter son retrait. Il passera ensuite à l'avant du véhicule, au niveau du capot, où il enlèvera la barre de renfort à l'aide d'une pince. Il déconnectera ensuite les durites d'huile de la direction assistée reliées au boîtier de direction. Enfin, il retirera une pièce qui obstruait le chemin de sortie des composants. Ensuite, ils pourront extraire complètement le tableau de bord hors du véhicule. Bien qu'ils aient une grande expérience dans le démontage de nombreux modèles, ils travaillent sans suivre de manuel, ce qui rend leur rapidité impressionnante. En seulement une demi-journée, ils ont réussi à vider tout l'intérieur du véhicule. L'angle latéral présentait des dommages sous le tableau de bord, ce qui a nécessité le retrait de toutes les pièces, y compris les garnitures de porte, car toutes ces zones seront exposées à une forte pression et à la chaleur lors des réparations. Ils vont maintenant acheter un conteneur de stockage supplémentaire pour ranger correctement toutes les pièces du J-Class et éviter tout encombrement. L'étape suivante consiste à retirer le revêtement en cuir endommagé du tableau de bord afin de procéder à sa rénovation. Il commencera par retirer une pièce fixée sous pression à cet emplacement. Ensuite, il extraira l'écran central avant de démonter le module de contrôle de la climatisation. Après cela, il enlèvera la poignée de maintien, puis retirera l'airbag intact. Pour cela, il devra d'abord enlever son cadre avant d'accéder à son support et son cache. Ensuite, il retirera le cadre latéral, puis dévissera une série de vis
qui s'étendent sur toute la longueur du tableau de bord. Une fois cela fait, il pourra démonter le deuxième airbag. Enfin, il pourra retirer complètement le revêtement du tableau de bord en toute sécurité. L'idée de séparer la surface recouverte de cuir est judicieuse, car cela allégera considérablement le poids lors du transport, ce qui réduira les coûts. En effet, le tableau de bord complet peut peser jusqu'à 200 kg et son prix est élevé, avoisinant les 6 000 $. Il est donc essentiel pour eux de le préserver en bon état. Pour assurer une protection optimale, ils envelopperont le revêtement du tableau de bord avec un film à bulles d'air afin d'éviter tout dommage pendant le transport. C'est la première fois que je vois cette couche dans une autre couleur que le transparent. Ils emballeront le tableau de bord dans plusieurs cartons pour mieux le protéger. Ensuite, ils t'enverront quelqu'un pour traiter les rayures et les imperfections avant de continuer. Ils reviendront ensuite à la zone du toit où ils dévisseront les fixations qui maintiennent la barre métallique en place. Ensuite, ils démonteront entièrement le toit ouvrant avec son moteur. À ce stade, le démontage de toutes les pièces intérieures est officiellement terminé. Et en attendant les pièces métalliques, ils soulèveront la voiture avec un cric en ciseaux et la stabiliseront avec des chandelles fixes de chaque côté en dessous. Ensuite, ils retireront le couvercle central de la roue, qui est une seule pièce en plastique, recouvrant derrière elle 5 boulons. Ces boulons nécessitent un tournevis spécial de grande taille pour être démonté. Il retirera les roues et commencera à démonter le reste du châssis de la voiture. Il enlèvera la seule roue avant, dont la jante est complètement détruite, puis abaissera la voiture sur les chandelles, après avoir retiré le cric. Ensuite, il commencera à démonter la barre en métal en dessous, qu'il extraira avec difficulté. Il tentera d'ouvrir la couche du garde-boue à l'avant en dévissant les vis du cadre de la calandre, sous lesquelles se trouvent les vis du support d'éclairage. Il retirera ensuite le phare cassé et l'intérieur du passage de roue, puis dévissera les fixations en plastique du garde-boue. Ensuite, il enlèvera les vis supérieures ainsi que celles situées en dessous avant d'extraire complètement le garde-boue endommagé de la voiture. Il essaiera ensuite de monter la nouvelle pièce à sa place. Dès le premier essai, elle s'ajuste parfaitement, mais il ne la fixera pas immédiatement avec les vis, car une petite correction doit encore être apportée à une partie arrière. Ils essaient toujours de restaurer la voiture à son état d'usine. Ici, ils auront besoin de nouveaux supports avant pour le pare-choc. Ils remarquent que la conception des pièces du garde-boue intérieur ressemble à celle des modèles Jeep américains et que le système de suspension arrière ne leur est pas inconnu. On y trouve de longs bras de liaison, mais les amortisseurs présentent quelques différences. Il commencera ensuite les étapes d'installation du bras de traction et de tension. Il fixera une base en métal près du sol et y connectera une barre en acier composée de plusieurs parties. Il placera ensuite un serre-joint et l'attachera au-dessus de la bosse du toit. Ensuite, il stabilisera les châssis avec des chaînes provenant de toutes les directions avant de tirer la chaîne vers le bas. Ce processus ne nécessite pas une grande expertise, mais je trouve que la barre inclinée utilisée ici n'est probablement pas sécurisée. Il enlèvera l'isolant noir de son emplacement, puis fixera un serre-joint métallique au toit. Il tirera et redressera cette partie à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'alignement commence à revenir presque à sa position d'origine. L'apparence actuelle de la surface du toit n'a pas d'importance car elle sera remplacée par une toute nouvelle plaque. L'objectif principal pour l'instant est d'ajuster correctement l'angle du toit. La nouvelle pièce est enfin arrivée. Elle comprend le cadre du pare-brise, la partie latérale de la carrosserie ainsi que la section inférieure avec le bas de caisse. L'élément le plus endommagé lors du transport est la nouvelle plaque de toit, qui s'est complètement pliée comme si elle avait subi un accident. La tôle utilisée ici est relativement fine, ce qui l'a rendue plus vulnérable à la déformation. Ils ont rapidement conclu qu'elle était irréparable. Une erreur de la société de transport leur a coûté plus de 2 000 $. Il commencera par retirer l'adhésif noir qui fixe la plaque du toit à la structure de la voiture. Ensuite, il enlèvera le cache qui recouvre l'emplacement de la colle. Avec une meuleuse, il coupera tout le long de la ligne d'assemblage. Mercedes utilise ici une méthode de fixation extrêmement robuste, composée d'une fine bande métallique recouverte d'un puissant mastic de fixation. Il apportera une barre de traction et commencera à redresser la zone plusieurs fois. Ensuite, il tirera sur le rebord du toit affaissé, sur toute la longueur du véhicule. Il utilisera une échelle de plus d'1 mètre de haut, ce qui facilitera grandement le travail sur un véhicule aussi élevé. L'objectif actuel est de séparer les deux couches l'une de l'autre. Cependant, extraire la partie endommagée nécessitera un effort considérable. Le haillon arrière se ferme bien, mais l'écart en bas reste large et s'incline vers le toit. Il coupera le mastic de fixation de la lunette arrière et retirera l'adhésif du verre. Ensuite, il enlèvera la pièce qui est connectée au conduit d'aération extérieur. Il s'agit d'un élément en plastique visible de l'extérieur, mais dont la fonction exacte n'est pas très claire.
Il commencera par retirer le cache de la roue à l'intérieur du garde-boue, puis il enlèvera toutes les fixations des fender flares. Ensuite, il dévissera les vis du support du marchepied et extraira une longue pièce de son emplacement. Il retirera ensuite le cache en plastique qui s'étend sur toute la longueur du bas de caisse du véhicule et enlèvera les pièces qui fixaient la porte arrière. Il y a un grand écart causé par l'impact, ce qui nécessitera un redressement et un ajustement de cette zone. Pour cette tâche complexe, ils feront appel au Golden Boy, l'influenceur automobile américain Tim, connu pour sa brillante reconstruction d'une McLaren 722S. Il commencera par examiner le toit et la zone déformée en dessous, en analysant les contours du toit intact pour voir comment il devrait être. Ensuite, il passera immédiatement à la séparation des couches. Avec une meuleuse à air comprimé, il coupera sur toute la largeur de la ligne du toit, retirant complètement la plaque du toit de son emplacement. Ils utiliseront autant d'outils que nécessaire pour détacher cette section. Il s'arrêtera environ 1 pouce avant la ligne de l'adhésif noir. Cette opération prendra bien sûr beaucoup de temps. Une fois toutes les extrémités coupées, il poussera la plaque du toit de l'intérieur et celle-ci se détachera facilement de son emplacement. Elle sera ensuite retirée loin du véhicule. Le résultat est vraiment impressionnant. Voir un G-Class cabriolet sans toit est une image peu ordinaire. Il leur a dit qu'ils avaient perdu du temps à essayer de redresser cette petite section. Le nouveau plan consiste à faire des ouvertures tout le long de l'angle du toit. Il commencera par démonter le conduit d'échappement sur le côté, puis il enlèvera le marchepied endommagé de l'autre côté. Ensuite, il retirera le long cache en plastique et sortira les silencieux d'échappement latéraux. Après cela, il fixera le montant avant avec une sangle de traction, en respectant le même angle que la force appliquée. Il fera la même chose avec le montant central. Comme la structure de cette voiture est extrêmement robuste, il est presque impossible de la bouger sans une force de traction très puissante. Les montants seront alors tirés et maintenus fermement en place. Ensuite, avec une scie, il coupera l'angle avant endommagé, ainsi que la partie latérale. La coupe sera parfaitement ajustée. Il retirera ensuite le cadre du toit de l'avant du véhicule. L'étape la plus difficile a été de couper la barre en acier avant, qui est extrêmement résistante. Enfin, ils remettront les portes en place, avançant ainsi vers la reconstruction complète. Ce choc sur le toit a pris un temps fou, mais tout cela n'est encore qu'à mi-chemin de la réparation complète. Heinz préfère s'arrêter temporairement ici, mais ils ne pourront pas continuer seuls avec ce monstre endommagé. Il attendra et réfléchira. Celui du milieu frappera la barre en fer au centre et la voiture tirera la chaîne jusqu'à ce que la colonne, au-dessus du système hydraulique, se plie. À première vue, c'était prévisible que cela arriverait. Tirer le châssis avec eux n'est pas toujours la meilleure conception. Son principal avantage est qu'il ne prend pas un espace fixe ou trop grand. Ensuite, ils fixeront une plaque de fer au-dessus du toit et une autre en dessous. Il fixera la ceinture autour de l'amortisseur, parallèlement au pare-choc arrière et avec une chaîne. Le deuxième tendeur a aussi cédé. Ils découvrent alors que la colonne est plus haute que la voiture elle-même, ce qui ne pose pas de problème. Mais lorsqu'elle est plus courte, le cylindre se plie et c'est exactement ce qui leur est arrivé les 2 fois précédentes. Ils n'ont pas assez de pièces pour augmenter la hauteur, sauf pour construire une seule colonne longue. Sans perdre de temps, ils feront du shopping mécanique pour acheter un kit de traction similaire à celui qu'ils possèdent déjà. Il fixera la ceinture autour de l'amortisseur, parallèlement au pare-choc arrière et avec une chaîne. Le deuxième tendeur a également cédé. Ils découvrent alors que lorsque la colonne est plus haute que la voiture, cela ne pose aucun problème. Mais avec une hauteur plus courte, le cylindre se plie et c'est exactement ce qui leur est arrivé les 2 fois précédentes. Ils n'ont pas assez de pièces pour augmenter la hauteur, à part pour construire une seule colonne longue. Sans perdre de temps, ils feront du shopping mécanique pour acheter un kit de traction similaire à celui qu'ils possèdent déjà. Ils commencent à assembler toutes les pièces, mais même ainsi, la hauteur reste insuffisante. De plus, la colonne noire est plus fragile que celle qu'ils utilisent. Le problème de ces colonnes ne se limite pas à leur incapacité à tirer la structure. La traction instable peut être extrêmement dangereuse. Ils passent maintenant au travail sur l'autre côté du véhicule. La zone avant est désormais pliée d'une manière différente. Ils vont démonter le capot et retirer le cache-mètre. Ensuite, ils enlèveront les phares et l'aile supérieure, démonteront le radiateur d'huile endommagé et videront tout l'huile du circuit. Ils fixeront plusieurs points d'ancrage au sol, accrocheront la chaîne et commenceront à redresser la structure de l'avant du véhicule. Pour finir, ils utiliseront une perceuse spéciale pour démonter les soudures de la carrosserie et passer en revue toute cette zone. Il va nettoyer les zones de soudure en dessous et séparer les différentes couches. Ensuite, il raccourcira la partie supérieure et retirera la pièce endommagée hors du châssis. En dessous, les dégâts sont mineurs. Il commencera par enlever le revêtement entourant les bords du toit à l'aide d'une meuleuse, puis raccourcira la séparation. Ensuite, il nettoiera les soudures et percera tous les points de fixation avec une perceuse. À l'aide d'un burin, il séparera les 2 couches de métal.
Il répétera ces étapes méthodiquement sur toute la longueur du toit, avant d'ôter complètement la couche extérieure supplémentaire. Il redressera ensuite la structure depuis son point de départ, mais il ne vérifiera pas l'alignement du cadre latéral de la voiture tant que le nouveau toit ne sera pas installé. Il démontera ensuite la barre supportant le cadre du pare-brise avant. Il y a environ 50 points de soudure à cet endroit et il séparera toutes les couches. Enfin, il appliquera de la chaleur depuis l'intérieur du capot pour faciliter le travail. Il retirera la couche de mastic d'étanchéité et lissera parfaitement la surface. Ensuite, il enlèvera la plaque de métal et l'extraira complètement de son emplacement. D'un geste rapide, il coupera la couche extérieure du montant avant. Ils vérifieront ensuite les dimensions du nouveau cadre. Après cela, il retirera toutes les couches extérieures et enlèvera les dernières pièces découpées sur le dessus. Ils descendront ensuite le nouveau cadre par l'avant et l'installeront parfaitement. Cependant, les montants doivent encore être redressés. Ils feront alors appel à quelqu'un de plus expérimenté pour trouver une solution à ce problème. Ou plutôt, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils n'ont jamais de problème, seulement des défis à relever. Il ajustera la position de fixation et le Hercule sera élevé. Le trajet de la colonne sera très proche du corps de la voiture. Ici, ils soulèveront l'arrière de la voiture par en dessous et fixeront tout avec toutes les chaînes qu'ils ont. Ils exerceront une pression pour atteindre une grande force de traction. La structure métallique est d'un niveau de solidité très élevé, donc ils tireront lentement à plusieurs reprises. Ensuite, ils remarqueront un léger choc, mais celui-ci se trouve directement sur le bras du châssis. Ils dévisseront le boulon de fixation de l'amortisseur et retireront toute la suspension. Ils exposeront le métal à une chaleur intense et utiliseront des pièces métalliques spécialement fabriquées qu'ils souderont pour pouvoir tirer le bras depuis cet endroit. Ils exerceront plusieurs tractions avec une pression variable et, à la fin, le bras retrouvera complètement sa position d'origine. Le design des bras du châssis du G-Class est sans aucun doute extrêmement solide. Cela signifie que la roue cassée lors de l'accident a violemment heurté ce bras de l'intérieur. Ils ont ensuite acheté un étrier à 6 pistons ainsi qu'un disque de frein sportif perforé. À ce moment-là, le puissant système de freinage a vraiment pris de l'ampleur. Une cargaison est ensuite arrivée, contenant de grandes pièces avec de nombreux éléments qu'ils devaient remplacer. Parmi elles, il y avait le support du radiateur d'huile et l'ensemble du système de suspension avant. Ils n'ont acheté que 3 radiateurs, donc il leur en manquera encore un. Le coût total de ces pièces s'élevait à 4 000 $. Par la suite, ils recevront la barre de renfort située au-dessus de l'avant du toit. Cette pièce est en acier solide et il en existe environ 4 couvrant toute la largeur du toit. Avec une perceuse, il retirera et percera le reste de la pièce à l'avant. Il tapera dessus pour la déloger de son emplacement coincé, puis il positionnera la seconde pièce sur le côté droit. Rapidement, il testera l'installation de la nouvelle barre à sa place. Il a acheté une nouvelle porte côté conducteur, car l'ancienne, si tu te souviens, avait une grosse bosse dans le métal. Ensuite, il tirera sur le montant avant tout en maintenant la barre métallique installée afin d'aligner ses extrémités au millimètre près avec le reste de la structure. Il tapera légèrement à l'endroit où la barre rejoint le cadre latéral, puis il installera le nouveau cadre du pare-brise. Il devra encore redresser le montant un peu plus vers l'extérieur. Pour cela, il le tirera tout en gardant les pièces métalliques fixées au-dessus. Il tapera et redressera le montant en le maintenant par sa base. Ensuite, il enlèvera l'excédent de matériaux dû à la découpe. Bien sûr, il fera attention à ne pas tirer le montant plus que nécessaire. Il retirera entièrement la doublure du toit et inspectera l'extérieur en entier. Il éliminera les résidus de ponçage, puis il travaillera sur la barre arrière située au-dessus du coffre. Il retirera toutes les soudures de cette zone et découpera la tôle extérieure au niveau de l'angle. Ensuite, il mettra en place le nouveau cadre latéral complet. Il sortira tous les outils disponibles dans l'atelier et ajustera entièrement le panneau latéral de la carrosserie. Il vérifiera la barre avant et installera la nouvelle porte, testant plusieurs fois les mesures pour ajuster et fixer correctement la nouvelle pièce. Il soulèvera ensuite le nouveau toit et tapera légèrement sur ses bords pour les fermer autour de la structure de la voiture. Un travail épuisant qui leur a pris des heures sans interruption. À ce stade, toutes les nouvelles pièces sont en place, mais elles ne sont pas encore fixées définitivement. L'ajustement du montant de la porte avant est crucial, car l'angle du toit était complètement détruit de l'autre côté. Il a fixé toutes les nouvelles pièces avec les originales par le haut. Il faudra encore ajuster légèrement le rebord de la barre métallique arrière, mais c'est une tâche relativement simple par rapport à tout le travail accompli jusque-là. Se précipiter sur la structure n'est jamais une bonne idée. Et là, exactement 2 mois se sont écoulés depuis que la voiture est entrée au garage. Ils retireront à nouveau le toit de son emplacement, fixeront la barre métallique à l'avant et souderont la ligne de séparation extérieure.
supérieur. Ensuite, il tracera une ligne droite pour découper l'excédent du cadre latéral. Il appliquera un ruban adhésif en ligne droite, puis utilisera la meuleuse pour découper la partie en trop. Après cela, il enlèvera le panneau métallique latéral, lissera la zone et la poncera par en dessous. Il appliquera de la chaleur sur le rebord du métal jusqu'à ce qu'il brûle complètement, avant de le casser et de l'enlever de son emplacement. Il percera les emplacements de soudure sur la nouvelle pièce et enlèvera la peinture autour des trous. Ensuite, il installera la porte et découpera la partie supérieure. Il enlèvera un morceau supplémentaire du bas de caisse de la voiture. Il pulvérisera un produit protecteur à l'intérieur des portes ainsi que sur les bords de la nouvelle pièce. Ensuite, il commencera à souder les deux parties ensemble. Il poncera la surface de la ligne de soudure et cette zone sera presque terminée. Il testera plusieurs fois l'ouverture et la fermeture de la porte avant de passer de l'autre côté. Là, il nettoiera les restes d'isolant des portes sur tout le côté. Ainsi, la zone sera prête pour l'installation du nouveau cadre. Il fixera le cadre à l'avant et marquera les nouveaux points de soudure. Avec une perceuse, il percera tout le contour de la pièce avant d'appliquer une couche de primaire, comme d'habitude. Il l'installera ensuite à sa place définitive et remettra les deux portes en position. Il ressortira rapidement et commencera à souder point par point sur toute la zone. Cela lui a pris des heures, bien sûr, mais au final, le travail a été réalisé avec une grande précision. La dernière grande étape de ce projet est l'installation du nouveau toit. Avec une perceuse spéciale, ils perceront des trous de soudure le long des 4 lignes du toit, réalisant plus de 100 points de soudure pour fixer cette énorme partie de la structure. Ils appliqueront ensuite un produit anti-rouille sur tous les bords et les zones de fixation du véhicule. En parallèle, ils travailleront sur le cadre avant et le remettront en place. Ensuite, ils appliqueront du mastic de fixation sur les bords avant de maintenir l'ensemble du toit avec des serre-joints. Ensuite, les étapes pour remettre ce monstre en mouvement vont commencer. Il entreprendra la réparation complète de la suspension. Il retirera la plaque de protection sous l'avant du véhicule et déposera l'ancien bras de suspension. Il a acheté un nouveau cardan, il retirera l'arbre interne cassé et installera le nouveau à sa place, en s'assurant qu'il est bien fixé. Il démontera ensuite les barres de direction interne endommagées, réinstallera le bras de suspension et fixera l'amortisseur en haut. Il montera ensuite le moyeu de roue et installera le nouveau disque de frein. Après cela, il placera l'étrier de frein et fixera son support avant de retirer les chaînes de maintien. Enfin, ils soulèveront la voiture et, à l'aide d'un chariot élévateur, la tireront vers l'extérieur pour monter facilement les 4 roues. Et pour la première fois depuis des mois, la voiture reposera à nouveau sur ses roues. Le J-Class est enfin intact, mais sans sa carrosserie extérieure, ce qui lui donne un aspect vraiment impressionnant. Il reste encore à poncer toutes les zones de soudure et à lisser les surfaces des nouvelles pièces. Certaines de ces zones recevront du mastic avant la peinture, mais d'autres nécessitent encore quelques soudures, notamment au niveau du cadre avant, qui sera traité de la même manière que le reste du véhicule. Même si les étapes sont complexes, elles sont bien définies. Une fois cela terminé, ils appliqueront du filler ou du mastic en couche fine sur le montant central et sur toutes les parties du véhicule nécessitant un lissage. Ensuite, ils ponceront entièrement la surface et appliqueront une autre couche de mastic sur les contours des portes et sur tous les encadrements et ouvertures du véhicule. Le ponçage du mastic est une étape fastidieuse, mais ils l'ont réalisé avec un vrai savoir-faire. Ils testeront la fermeture des portes et les écarts d'alignement. Et maintenant vient enfin l'étape la plus satisfaisante pour tout le monde, l'application de la peinture. Mais avant de pulvériser la couleur, il y a encore beaucoup de préparation à faire, surtout pour une voiture qui a subi un accident aussi grave. Il y aura forcément de petites zones qui ne seront pas encore parfaites. Le processus de wet sanding, ponçage à l'eau et de polissage prendra plusieurs jours pour éliminer toute imperfection. Chaque petite bosse devra être redressée et toutes les parties endommagées soigneusement lissées. Ensuite, ils démonteront tous les éléments en plastique fixés à la carrosserie et recouvriront toutes les ouvertures avec des films de protection pour éviter toute projection de peinture. Ils ont terminé l'application de la première couche de peinture qui sert de protection contre la rouille et améliore l'adhérence de la couleur lors de la peinture finale. Pendant ce temps, le tableau de bord est arrivé. Ils retireront son emballage et récupéreront sa structure métallique. Ensuite, ils assembleront ces différentes parties et les fixeront solidement ensemble, en vissant, pressant et stabilisant chaque élément à sa place. Après cela, ils nettoieront l'intérieur du véhicule avant de remettre le tableau de bord en place. Une fois installé, ils revisseront les éléments de chaque côté et commenceront à remonter les différentes parties de la voiture pour préparer la remise en marche du moteur. Le revêtement de sol sera remis en place, suivi de l'installation de la pédale d'accélérateur et de toutes ses unités. Le module de commande de la console centrale sera évidemment monté et enfin, les sièges seront installés. L'intérieur spacieux du véhicule facilite le travail, contrairement aux versions sportives plus exiguës. Il appuiera sur le bouton Start
mais rien ne se passera. Après avoir inséré la clé, l'électricité se rétablira, mais la voiture ne démarre toujours pas. Il tentera une nouvelle fois, mais il y a un problème avec les connexions électriques. Le bouton de démarrage semble être défectueux. Il procédera donc à une vérification approfondie. Ensuite, il branchera l'ordinateur de diagnostic pour détecter d'éventuels défauts. Malgré plusieurs tentatives, la voiture ne répond pas. La seule solution, bien que la plus compliquée, est de revenir une étape en arrière et de tout vérifier à nouveau. Il vérifiera toutes les connexions des fiches avant même de penser à démonter tout le tableau de bord. Et en effet, il trouve une fiche qui était bien à sa place, mais qui n'était pas complètement connectée. Il s'en rend compte en appuyant dessus et en entendant le clic du verrouillage. Avant de tenter un nouveau démarrage, il remettra tous les petits radiateurs en place, vidangera l'huile moteur restante et la remplacera par une nouvelle. Sur les nouveaux modèles de la G-Class, il faut environ 9 litres d'huile. Il essayera de redémarrer. Ici, il n'y a pas de silencieux pour l'échappement, donc le bruit sera un peu étrange. L'apparition de fumée blanche et noire est due au liquide accumulé dans les chambres de combustion. Ils déplaceront la voiture hors du garage et installeront le toit. Ensuite, la voiture sera prête pour l'application de la peinture. Ainsi, la reconstruction de la G-Class sera complétée avec succès. Et voilà, une voiture au design vraiment magnifique, avec des détails intérieurs qui te font comprendre ce que signifie vraiment Mercedes. Si tu es arrivé à cette minute de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de nous suivre, car la suite sera encore plus impressionnante.